Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Jérémy Barraud, qui est rythmologue interventionnel au CH d'Aix-en-Provence. Je suis Sabrina Huri, je suis cardiologue interventionnel au CH d'Agno. Et Jérémy va nous parler aujourd'hui de comment et quand on ablate des patients qui font de la fibrillation atriale en session au CNCH. Bonjour Jérémy. Bonjour. Écoute, alors à quel type de patient est-ce qu'on s'adresse pour proposer une ablation de fibrillation atriale? Alors là, il faut savoir que la fibrillation atriale, c'est une maladie qui existe depuis très longtemps, mais sa prise en charge a vraiment évolué sur les 20 dernières années, on va dire, parce que l'ablation, finalement, c'est assez récent. Et historiquement, on l'a proposé plutôt en dernier recours chez des patients, on va dire, chez qui on avait tout essayé, les antiarythmiques, les chocs électriques, etc. Et là, sur ces 10 dernières années, il y a un vrai changement de paradigme où on va la proposer de plus en plus tôt et chez des patients de plus en plus, on va dire de moins en moins symptomatiques, puisque on voit que c'est une maladie qui évolue avec le temps et plus on intervient tard, plus c'est difficile. Donc la notion de délai, c'est quelque chose qui apparaît. Donc les critères, bien sûr, ça va être le symptôme, qui reste la pierre angulaire de la volonté de contrôler le rythme. Donc les patients les plus symptomatiques, bien sûr, on va leur proposer ce type de traitement. Les patients qui ont une fraction d'éjection altérée, on sait que certaines études comme l'étude Castle ont montré qu'il y avait un bénéfice, y compris sur la mortalité, à ablater ces patients. Et puis on peut également le proposer chez des patients moins symptomatiques si effectivement on a d'autres critères qui entrent en jeu. D'accord. Alors je m'étais un peu penchée sur les dernières recommandations européennes qui sont parues en septembre 2024 de l'ESC concernant l'ablation de FA. Donc si j'ai bien compris, pour la FA paroxystique, on est en droit de proposer l'ablation en même temps finalement qu'un traitement antiarythmique. Si le patient préfère avoir une ablation plutôt qu'un traitement médicamenteux, on peut lui proposer d'emblée. C'est bien ça? Exactement. Tu as dit le bon terme, c'est le choix du patient qui va intervenir, en tout cas qui va faire partie, c'est ce qu'on appelle une décision partagée entre le patient et le médecin, parce que on voit que cette ablation a mûri, qu'elle est à la fois efficace et à la fois sûre, et donc on peut la proposer dorénavant d'emblée, en première intention, chez les patients qui ont une fibrillation atriale paroxystique, s'ils préfèrent par rapport à un traitement antiarythmique, ou si effectivement, bien sûr, on a déjà essayé le traitement et qu'il est insuffisant ou mal toléré. D'accord. Ça, c'est pour la FA paroxystique, c'est classe 1A, c'est ça? Tout à fait. Et pour la FA persistante, c'est un tout petit peu moins, c'est du 2B, si j'ai bien compris? Alors, en première intention, effectivement, les recommandations sont plus prudentes, tout simplement parce que la fibrillation persistante, on intervient donc plus tard, la fibrillation a évolué, elle s'est autonomisée, l'oreillette s'est dilatée, donc l'ablation sera un peu moins efficace, un peu plus lourde, un peu plus risquée chez des patients plus âgés, etc. Mais effectivement, en seconde intention, s'il y a eu un échec ou une intolérance aux antiarythmiques, on le propose avec une recommandation de classe 1A. Et en première intention, ça reste effectivement un peu plus marginal, on est en 2B. Mais on voit que les choses évoluent parce que les cibles se précisent. D'accord. Ouais, tu nuances un peu pour la FA persistante. Par exemple, si j'ai un patient qui a une FEVG altérée à cause de sa FA, que c'est une vraie cardiopathie rythmique, à ce moment-là, on lui propose d'emblée l'ablation. La cardiopathie rythmique, c'est une super indication. C'est une recommandation de classe 1, 1B. Il faut absolument les ablater parce qu'il y a à la fois un risque à les laisser comme ça et à la fois un réel bénéfice sur y compris la mortalité et réhospitalisation. Donc, bien sûr, ces patients-là, il faut y aller. D'accord. Et après, la deuxième partie de ta présentation, c'est comment on réalise une ablation de fibrillation atriale. Il y a 3 techniques, je crois. Il y en a une petite nouvelle aussi, dont tu pourras peut-être nous parler plus en détail. Bien sûr. Alors, donc, pour la fibrillation atriale paroxystique, et y compris pour la persistante, l'isolation des veines pulmonaires, ça reste la pierre angulaire de toute procédure d'ablation. C'est vraiment notre cible. C'est la source, c'est l'origine, ce qu'on appelle le trigger. Donc le facteur déclenchant dans l'oreillette gauche, ce sont les veines pulmonaires. Et donc toute ablation de fibrillation doit aller isoler les veines pulmonaires pour parler de succès. Pour ça, effectivement, on a plusieurs solutions. On a la radiofréquence qui est l'énergie, on va dire, la plus ancienne, celle sur laquelle on a le plus de maturité, mais qui est le plus souvent une technique en point par point, où on va cautériser donc, le tour des veines en point par point. On a la cryoablation qui est apparue un petit peu plus tard, où là on a un ballon
qui vient se gonfler dans la veine et qui va en un seul tir isoler toute la veine. Et on a effectivement depuis quelques années une nouvelle technique qu'on appelle l'électroporation, qui consiste effectivement à envoyer des microchocs électriques localisés au niveau effectivement des cellules pour ouvrir les pores membranaires des cellules et léser les cellules, détruire les cellules de cette manière, de façon un peu plus sélective que les énergies dites thermiques qui étaient la radiofréquence ou la cryoablation. Donc on a effectivement une multitude de cathéters et ces 3 énergies qui sont possibles pour isoler les veines pulmonaires. Et est-ce que l'électroporation, la dernière technique, c'est une technique plus efficace que les 2 premières? Alors non, elle n'a pas montré de sur-bénéfice, on n'a pas étudié ça, mais en tout cas elle est équivalente, elle est non inférieure, donc il n'y a pas de différence en termes d'efficacité dans les études qui ont été faites à la fois pour les mettre sur le marché, puis dans les études de vraie vie qui l'ont confirmé. Et effectivement, là où on l'attendait, c'était sur la sécurité, en particulier au niveau de l'œsophage, qui est un organe qu'on craint de léser quand on fait une ablation, où là, effectivement, le risque est infime avec l'électroporation. Donc un peu plus sûr peut-être que la radiofréquence? En tout cas pas moins. Mais effectivement, voilà, c'est encore très récent. On a des nouvelles complications qui apparaissent, comme l'hémolyse qu'on ne connaissait pas. Comme, on parlait de la paralysie phrénique qui n'existait pas, et puis on en voit un petit peu. On voit des lésions sur les artères. Donc pour l'instant, ça reste à limiter aux veines pulmonaires à tout prix. On n'a pas assez de recul sur les autres cibles dans l'oreillette, et les cathéters ne sont pas faits pour. Mais effectivement, elles semblent sûres et efficaces. Et plus rapide ou Et plus rapide pour l'isolation des veines, ça c'est clair. D'accord. Et après, quand de temps en temps, vous faites systématiquement l'isolation des veines pulmonaires, et je vois passer des comptes rendus où il y a des plans Marshall, des choses comme ça. C'est des choses qui sont indiquées dans les recommandations ou Alors, donc là on parle de la fibrillation persistante. Pour la paroxystique, on va se contenter des veines. Pour la fibrillation persistante, là il y a encore un flou. Et les recommandations ne l'ont pas écarté. Il y a plusieurs techniques qui existent. Pour faire simple, il y a 2 stratégies. Soit aller cibler ce qu'on appelle les drivers. Dans l'isolation des veines, c'était le trigger, c'était la source. Là, on va aller traiter des choses dans l'oreillette qui entretiennent l'arythmie, justement. Donc, des signaux anormaux. Enfin voilà, il y a plusieurs stratégies, je ne rentre pas dans les détails. Soit, effectivement, on va faire une lésion dite anatomique, une ablation anatomique, comme faisaient les chirurgiens, Cox et Mays, qui ont un peu inventé la technique dans les années 90, où on va faire des lignes pour segmenter l'oreillette et diminuer un petit peu la masse critique. Et donc le plan Marshall, c'est une de ces techniques qui a été décrite par les Bordelais, qui est effectivement un plan en plusieurs étapes, dont une des étapes est d'alcooliser la veine de Marshall pour justement faire une ligne sur l'isthme mitral, donc une des parties de l'oreillette qu'on cible dans cette ablation anatomique. Très bien. Mais dans les recommandations, on ne se mouille pas, en tout cas, ça reste à prouver dans les grandes études. D'accord. Et puis dans les recommandations, le score SCHADS VASC 2 c'est un peu modifié, c'est devenu le score SCHADS VA maintenant, c'est ça? Voilà, c'est un retour en arrière, effectivement, puisque le sexe féminin était apparu. Avant, c'était le score de SCHADS, et puis on a fait dans les recommandations de 2020 le score SCHADS VASC, où on rajoutait effectivement le sexe féminin, et puis ça a mené beaucoup de difficultés dans le calcul, puisque selon si le sexe était féminin ou masculin, la cible du SCHADS n'était pas la même. Donc je pense que pour des raisons de simplification, le sexe féminin, même si les femmes font un petit peu plus d'AVC que les hommes, on ne le prend pas en compte dans le calcul du SCHADS et donc dans la décision ou pas d'anticoaguler. Donc score SCHADS va à 0, pas d'anticoagulation. À 1, on discute. On discute, c'est du 2A. Et à 2, c'est du 1, il faut y aller. Exactement. Et après, une ablation de fibrillation atriale qui fonctionne chez un patient qui a un score SCHADS VA à 0. Combien de temps est-ce que tu continues l'anticoagulation? On garde l'anticoagulation pendant 2 mois après l'ablation, effectivement, pour couvrir cette période un petit peu à risque. Et on pourra, si le score est à 0, l'arrêter par la suite. Très bien. Écoute, merci beaucoup Jérémy pour cet éclairage. Merci à toi.